Alors ces 50 dernières années ont été marquées par l'arrivée des femmes dans l'histoire, l'affirmation de leur citoyenneté et de leurs compétences, et par des avancées démocratiques sans précédent. Partout dans le monde, les femmes sont, comme le disait Antoinette Fouque, la cofondatrice du mouvement de libération des femmes il y a 50 ans, le front pionnier de la démocratie. On pourrait dire en quelque sorte que c'est l'intitulé de mon très bref exposé. En Europe, le front pionnier de la démocratie pour en faire le continent où et les droits des femmes et les droits humains sont les plus avancés. Au Moyen-Orient, où les femmes réclament leurs droits et ceux des opprimés, que ce soit en Arabie Saoudite aujourd'hui, on le voit encore, bien que nos amis soient emprisonnés, et également en Iran, où lorsque nous étions avec elles dans la rue en 1979 pour dire lorsque les femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont les femmes et les démocrates du monde entier qui avancent avec elles. Aujourd'hui, elles reprennent le flambeau de celles de 79 et se battent contre l'obligation de porter le voile. En Afghanistan aussi, où des femmes se présentent aux élections au risque, bien entendu, de leur vie. En Amérique du Sud, pour soulever le joug, notamment religieux, et réclamer le droit à la maîtrise de la fécondité. Alors, on pourrait dire, nous avons, depuis 50 ans, couru le monde, c'est vrai. Et nous avons été notamment très nombreuses du monde entier aux grandes conférences des Nations Unies. Alors j'y reviens un moment, parce que tout à l'heure, on parlait de comment faire avancer le droit, et même, je dirais, comment le faire appliquer. Un droit démocratique. Alors en 1900, on a fait toutes les conférences des Nations Unies, dès 1975 à Mexico, en 1980 à Copenhague, en 1985 à Nairobi, et en 1992 à Rio, pour affirmer avec Antoinette Fouque que le corps des femmes est le premier environnement de l'être humain, et proposer ainsi, en écho à ce que tout à l'heure nous disait notre ami du mouvement de la paix sur la question de l'écologie, proposer ainsi les bases d'une véritable écologie humaine. En 1993, nous étions à Vienne avec nos amies brésiliennes, Francisca Darcy de Oliveira et Maria Lourdes de Pinta Silva, et toujours Antoinette a fait inscrire dans la Déclaration sur les droits humains que les droits des femmes sont inaliénablement et intégralement partie intégrante des droits humains. En 1994, au Caire, à la conférence Population et Développement, nous avons vu se renforcer une coalition terrible, une alliance terrible des monothéismes contre les droits génésiques des femmes que nous ne cessons encore aujourd'hui de combattre. En 1995, à Pékin, à la conférence sur les femmes, celles-ci sont apparues, enfin, je dirais, comme les actrices principales des transformations à mener dans le monde, en même temps qu'elles sont les premières victimes des injustices. Alors, à ce point, je rappelle que les statistiques du PNUD, qui sont mondiales, les femmes produisent les 2/3 du travail mondial. Donc je le répète, les femmes produisent les 2/3 du travail mondial. Elles détiennent 10% des revenus de ces richesses qu'elles produisent, et elles sont propriétaires de 2% de ces richesses. C'est dire qu'en même temps, elles sont les premières victimes, et dire en même temps qu'elles sont les premières à pouvoir porter cette espérance d'avenir, puisque si les moyens leur sont donnés, elles vont, d'un certain côté, comme nous avons fait depuis 50 ans, renverser les montagnes pour les femmes et pour les hommes. Alors, juste un point également, puisqu'il s'agit de forum, ce sont les femmes également qui ont donné naissance aux grands forums non gouvernementaux, qui accompagnent désormais les conférences officielles des Nations Unies et d'autres rassemblements au niveau des gouvernements, dont le forum sur le G20, autour du G20, qui est le cœur de votre sujet. Alors il y avait 4000 femmes à Mexico, 7000 femmes à Copenhague, 16 000 à Nairobi, 50 000 à Pékin, c'est-à-dire à chaque fois une mobilisation de plus en plus importante. Alors je vais ajouter une chose, qui est une phrase d'Antoinette Fouque, mais qui va éclairer, je dirais, la difficulté d'aujourd'hui. En dévoilant la misogynie constitutive de l'ensemble des civilisations, les mouvements de libération des femmes ont entraîné, et c'est logique, une résistance, une protestation virile fondamentale. Cette nouvelle misogynie rassemble en une sainte alliance toutes les intolérances totalitaires et intégristes. Toute pensée de l'un qui refuse l'autre, l'altérité, l'alternance, aussi bien celle de la personnalité et de la structure démocratique qui, elle, doit être ouverte, paritaire et partenaire.
Alors aujourd'hui, aux États-Unis, avec Trump, en Turquie avec Erdogan, en Russie avec Poutine, en Pologne, au Moyen-Orient, au Vatican, jusqu'au Brésil avec Bolsonaro et d'autres, nous voyons arriver au pouvoir ou s'y maintenir des dirigeants autocrates, dominateurs, guerriers, bellicistes, souvent misogynes, homophobes et racistes. Alors, que faut-il dire ? Si ce n'est que les femmes et les hommes doivent s'unir, bien entendu, doivent toujours demeurer mobilisés comme nous le faisons depuis 50 ans et nous ne sommes pas les seuls, pour ce que Antoinette appelait faire émerger la personnalité démocratique. Vaste question, mais très importante, c'est-à-dire celle qui serait hospitalière, solidaire, éthique. Et aujourd'hui, c'est une urgence. Parce que j'ai relevé aussi tout à l'heure que le mouvement d'appel, je crois que c'est la fin du mouvement d'appel, disait, attirer l'attention sur la question de la militarisation, c'est vrai. Je veux dire, une militarisation qui, au sortir de 1945, était descendante et qui est très ascendante, bien entendu. Et ça, c'est un point extrêmement important, puisque ce sont ces personnalités-là, c'est-à-dire bellicistes, qui sont donc des dirigeants du monde, des dirigeants influents. Bon, et puis j'avais relevé également, comme tout le monde, que ce dit forum de la paix, entre guillemets, qui s'est tenu voilà, le 11 novembre à Paris, comportait beaucoup de sujets, mais tout le monde a compris qu'il y en avait un qui était absolument absent, sans personne d'ailleurs le remarque, c'était qu'il n'y avait aucun sujet sur les droits humains. Donc les droits humains n'étaient plus un sujet. Juste, alors, encore une chose sur la question évoquée tout à l'heure du droit, parce que du droit et de la condamnation éventuelle des États ou des dirigeants ou des gouvernements qui qui commettraient en réalité, c'est vrai, des crimes. Alors des crimes qui que pour nous, nous avons appelé des crimes contre l'humanité. Je veux dire, lorsque nous nous sommes mobilisés fortement au cœur de l'Europe quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, Antoinette Fouque a dit, mais le viol, en temps de paix comme en temps de guerre, est un crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, je veux dire, la question des crimes contre l'humanité, et c'est toute notre mobilisation, a été jusqu'à porter que le viol, en temps de paix, en temps de guerre, était un crime contre l'humanité, jusqu'à la Cour pénale internationale aujourd'hui. Alors, peut-être, en effet, qu'il y a quelque chose à trouver de ce côté-là pour, je dirais, contrebalancer et rééquilibrer du côté démocratique ce qui est une injure et un déshonneur, évidemment, de beaucoup de gouvernements. C'est-à-dire étendre la notion de crime contre l'humanité le plus possible pour faire que des gouvernements répondent de ces crimes devant les hommes et les femmes qui luttent. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je pense qu'il y a là la venue de cette dite personnalité démocratique, comme le disait Antoinette, est une urgence absolue. Voilà. Donc je passe la parole à Maria José du Brésil. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation parce que c'est une grande opportunité pour nous, Brésiliens, franco-brésiliens, d'être ici parmi vous. D'abord parce que je vais vous dire une chose, vous avouer quelque chose, c'est qu'en fait, les Brésiliens vivent toujours de l'autre côté du Tratado de Tordesilhas. Pour nous, le Brésil ne fait pas partie de l'Amérique latine. À part ceux qui vivent le long de la frontière avec les différents pays, ils sentent que l'Amérique latine est là. Pour les autres, de temps en temps, ah oui, en effet, on a étudié à l'école que le Brésil fait partie de l'Amérique latine. Les faits, oui, et de l'Amérique du Sud. Non, mais le Brésil, c'est comme si c'était un continent à part. Évidemment que quand on voit toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui, on pense, oui, en effet, c'est un continent à part. On ne veut pas de ce continent-là. Bon, mais les choses ne sont pas si noires que ça.
évidemment qu'il y a eu, j'ai même noté ici pour rappeler, pour qu'on puisse voir que la chose n'est pas si terrible, que 57,6 millions de Brésiliens ont voté pour Bolsonaro. Mais nous avons au Brésil 147 millions d'électeurs, pas la population. La population c'est 206 millions, mais c'est-à-dire que ça a été un petit peu plus d'un tiers du corps électoral qui a voté pour Bolsonaro. On peut comparer un peu comme Macron en France, n'est-ce pas? Il a été élu, mais pas par la majorité des Français. Il faut aussi rappeler que 89 millions de personnes n'ont pas voté pour Bolsonaro. C'est très important ça. Donc on ne peut pas dire c'est un pays fasciste. Bon, il y a évidemment une partie, comme en France et comme dans plusieurs pays de plus en plus, des fascistes qui prennent beaucoup de place. On va quitter les accords de Paris et qui dit quelles sont les raisons qu'il explique ne font pas partie des accords de Paris. C'est-à-dire, on quitte les accords de Paris, il ne sait pas pourquoi, pour des raisons qui ne font pas partie de ces accords. Bon, là, ça commence mal. Son ministre indiqué comme ministre des Relations étrangères dit le changement climatique, c'est une invention marxiste. Alors, ah bon, les changements climatiques, mais oui, ça c'est une invention des communistes, sont les rouges, et etc. C'est quelqu'un qui arrive à être plus fasciste que Bolsonaro, bien sûr, qui est un diplomate qui pendant la campagne est sorti dans la rue habillé avec un t-shirt de Bolsonaro, avec une effigie de Bolsonaro et en criant que Dieu veille sur le Brésil pour élire Bolsonaro qui va nous sauver de ces rouges. On se demande, bon, les communistes, il y en a au Brésil des communistes, moi-même je suis une, mais il n'y a pas tant que ça. Et donc, qu'il y a besoin d'un Dieu, et Dieu représenté sur terre par Bolsonaro pour sauver les pays, alors là, on peut dire nous sommes foutus. Bon, encore pour être dans le sujet de la question climatique et de l'écologie, etc., Bolsonaro a réussi à dire aussi l'Amazonie ne nous sert à rien. Si nous, Brésiliens, on n'arrive pas à faire quelque chose de tout ça, mieux vaut les donner à ceux qui savent faire. Qui sait faire? Ceux qui sont là-haut. Mais je ne parle pas de Dieu, là, du Dieu auquel il fait référence tout le temps. Là-haut, c'est les États-Unis. Bien évidemment, vous avez bien compris. Donc, à quoi bon garder 230 000 Indiens sur un territoire si grand? À quoi bon laisser, pour lui c'est du matou, la forêt, ce n'est rien. Ce qui intéresse dans la forêt sont les richesses qu'elle abrite. Ces Indiens, ils peuvent bien vivre sur quelques dizaines d'hectares de terre. Il n'y a pas de sens de laisser tout ça aux Indiens. Donc, une annonce déjà faite, c'est ces Indiens, il va falloir qu'ils apprennent à vivre sur un territoire, mais beaucoup plus petit que ça.
Seulement pour donner un exemple de comment le fascisme agit par la peur, je ne vais pas dire que l'État brésilien est fasciste, mais il a de plus en plus des caractéristiques qui viennent du fascisme. Il y a quelques jours, une espèce de brigade armée d'armes à feu ont envahi un campement, une tribu d'Indiens près de la frontière avec le Paraguay. Il ne fait pas longtemps, il y a quelques semaines là. Et ils ont brûlé et détruit toute la tribu. Les Indiens, ils ont dû courir vers la forêt, ils ont tiré sur eux, quelques-uns ont été blessés et ils sont restés cachés dans la forêt. Bon, ça c'est pour donner un petit exemple de comment ce nouveau gouvernement voit l'écologie et à quoi sert l'Amazonie. L'Amazonie, sur la partie haute, il y a la plus grande réserve d'eau douce au monde. Mais à quoi bon laisser ça là? Que des Indiens ne foutent rien? Parce que l'un d'autres de ces futurs ministres, en général, bien évidemment, a dit que la société brésilienne est ce qu'elle est parce que les Noirs sont des bons à rien, ne servent même pas à se reproduire. Les Indiens sont aussi des bons à rien parce qu'ils n'aiment pas travailler. Et le reste, bon, le mélange de tout ça ne peut être que très mauvais. Bon, étant donné que l'Amazonie ne sert à rien, allons donner à ceux que savent faire, n'est-ce pas? Et une autre mesure qui découle de tout ça, c'est on va annuler tout ce qu'on a fait par le gouvernement du PT, qui a été les démarcations des terres de ces peuples. On va annuler tout ça pour pouvoir vendre tous ces terrains et produire. Évidemment que les glyphosates ou tous les noms barbares qu'on connaît, mais ça c'est rien. Il a nommé comme ministre de l'agriculture ou quelque chose comme ça, une femme qui ont dit c'est la muse du poison, Madame Poison, parce que pour elle tout ça ce n'est pas grave. Pourquoi on fait cette tempête dans un verre d'eau? Donc allons libérer tout ça. Et même tous les poisons qui sont interdits, mais partout au monde, et sur lesquels personne ne conteste, non, 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 non. Ça, puisque le changement climatique, c'est une invention des marxistes, évidemment que ça ne peut être une invention des rouges. Parce que maintenant, on parle beaucoup des rouges au Brésil. On parle tellement des rouges qu'on ne peut même pas, dans certains endroits, certaines villes, surtout au sud, sortir dans la rue habillé en rouge. Il faut choisir une autre couleur. Si vous aimez les rouges, oubliez ça. C'est à peine si on n'a pas dit que notre sang a une autre couleur. Rouge, c'est synonyme de communistes, des marxistes. Tout d'un coup, le pays est envahi par ces espèces qu'on ne peut pas tolérer. Bien sûr, ces espèces-là sont appelées des terroristes. Ils sont des terroristes par définition. Évidemment que l'EMST, c'est un mouvement terroriste. C'est ces gens qui cultivent la terre, qui produisent des aliments bio,
qui n'utilisent pas les poisons. Mais ils ne peuvent être que des communistes, ils ne peuvent être que des marxistes. Et même le général a dit, sont des grands chiens. Oh là là, on est paysans, communistes, marxistes et grands chiens. Et ça, c'est un danger, évidemment. Donc, ceux-là, font partie du premier troupeau à être supprimé. Les fils, parce que Bolsonaro, il a plusieurs fistons, sont tous des politiciens, hein, députés, sénateurs, représentants dans la chambre, dans l'état de Rio, etc. Il n'y a que sa fille toute petite qui a encore 10 ans qui n'est pas candidate parce que c'est pas permis. Donc, chacun dit sa bêtise qui est considérée comme une grande chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on est obligé de tuer 300 000, quel est le problème? Parce qu'il estime qu'il y a sûrement déjà, dans son estimation, 300 000 qu'il faut être tués. Évidemment, là c'est Bolsonaro qui dit, évidemment qu'il y aura quelques innocents, mais ça c'est normal, c'est clair. Ce sont les effets collatéraux d'une guerre contre tout ça. Tout ça parce qu'on peut préserver notre pays. Ok. L'autre question, bon, il n'y a pas seulement le MST, le mouvement des sans-terre, il y a aussi les mouvements des sans-toit, dont le représentant a été candidat par les partis PSOL, Boulos, vous avez peut-être entendu parler. Ah, celui-là, il a tous les adjectifs qu'il ne faut pas supporter. Il n'est même presque pas humain, tellement il est rouge, marxiste, gramscien, et en plus, il est terroriste. Parce que quelqu'un qui amène les gens à envahir des bâtiments, en général, il s'agit des bâtiments publics abandonnés, mais qui fait ça ne peut être que terroriste. Bon, il n'y a pas de place, assez de places dans les prisons pour tout le monde, bien sûr. Alors, comment on va faire? Justement, la solution, on les tue. Maintenant, puisqu'on a Bolsonaro, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on n'a aucune chance d'arriver au pouvoir, il vaut mieux s'allier à Bolsonaro, tant qu'on peut. Alors, il y a certains qui gardent les silences, d'autres qui disent « Mais non, il n'est pas si mauvais que ça, mais non, il dit ça, mais c'est pas grave, c'est une plaisanterie. » Bon, des plaisanteries en plaisanterie, nous ne savons pas encore à quelle sauce on sera mangé. On attend de voir. Par contre, on n'attend pas d'une manière si pacifique que ça, on ne va pas comme des bœufs pour être tués. On attend en essayant de s'organiser, d'organiser la résistance. Et c'est comme ça, aussi bien au Brésil qu'ailleurs, on essaye de s'organiser. Les femmes, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Évidemment que ce n'est pas dans les autres pays au monde que les femmes, désolé pour vous, mes amis les hommes, je vous aime bien, mais sans les femmes devant, j'ai l'impression que vous aurez du mal. C'est pour ça qu'on est là. Donc, les femmes ont organisé une grande manifestation au Brésil, et c'est cette manifestation-là, alliée aux 12 millions, 13 millions de reais, presque 3 millions d'euros, qui ont été payés pour envoyer des messages sur WhatsApp, parce que je vous rappelle que Bolsonaro, il n'a été qu'une seule fois à un débat télévisé. Ça a été une catastrophe.
Catastrophe alors, évidemment, que ceux qui s'occupent de lui, hop, il faut les sortir, les cacher. On les laisse faire par des petites vidéos où il dit des conneries, où il veut apprendre aux enfants comment on tire, où il dit qu'il va tuer tous les rouges, tous les pétrales, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent au PT, etc. Et donc, on a payé, des grosses entreprises ont payé pour envoyer plus de 130 millions de messages par WhatsApp. Ça a été une campagne électorale de nouveau type. On l'a fait, on a expérimenté ça avec Trump. Et au Brésil, on a été beaucoup plus loin. Et on se demande même si ça ne sera pas une nouvelle méthode de campagne électorale. On ne laisse pas les candidats parler directement, surtout si c'est un con de ce type qui ne sait pas ce qu'il dit. Donc il vaut mieux aller. On ne les laisse pas parler devant des candidats qui ont quelque chose dans le cerveau. Bon, soit je fais mon intervention que j'avais prévue, sinon je laisse directement Eduardo Josami vous parler. Il vient d'Argentine, je pense qu'il a les dernières... et puis on intégrera mon intervention à la déclaration finale. Dis quelque chose, général. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Non, ce que j'avais préparé, c'est sur le recul au niveau des procès qu'on a vu ces derniers temps. Qui a commencé évidemment avec la tentative de la Cour suprême de reprendre la loi du 2 pour 1 de l'année dernière et qui s'est soldée par une très grande manifestation à Buenos Aires de 500 000 personnes qui a fait reculer ce projet mais qui ne l'a pas fait complètement abandonner, mais au moins on a réussi à que les différents militaires qui avaient postulé à la 2 pour 1 finalement ne soient pas libérés à ce moment-là. Je vais pas raconter ce que c'est que la 2 pour 1 parce que c'est un peu long, mais voilà, c'était que les années de préventive valaient 2 pour les années... c'était une année de préventive valait double en fait. Et donc il y avait énormément de gens qui pouvaient sortir parce que comme les procès ont été très longs, il y avait beaucoup de gens qui avaient 6-7 ans de préventive, donc ça représentait 14 années et c'est à peu près les condamnations, 15 années, c'est à peu près les condamnations moyennes en Argentine, donc bon... Et donc ça, il y avait la possibilité d'une libération très grande. Bon, comme ça n'est pas passé au niveau de la population, il y a une deuxième tentative qui, elle, passe beaucoup plus, même s'il y a quand même beaucoup de résistance, c'est la prison à domicile. Donc en fait, de manière assez générale, quasiment tous les procès finissent par des prisons domiciliaires. Prisons domiciliaires qui sont violées par les militaires, ils vont à la messe, ils partent en vacances. Donc finalement, c'est une situation très dangereuse en fait qu'on est en train de vivre parce que ces gens-là sont idéologiquement réellement fascistes et le fait de les laisser avoir accès à la population finalement est aussi un danger actuel pour nos jeunes, pour justement les laisser en prison. Quelque part, ça protégeait la population argentine de leurs idées qui finalement, ils ne les ont jamais abandonnées parce qu'aujourd'hui, ces idées sont de toute façon... ils n'ont jamais donné la destination des corps des disparus, ils n'ont jamais donné où étaient les enfants volés et pourtant il y a 40 ans de lutte des droits de l'homme en Argentine et ils n'ont jamais parlé, il y a un pacte de silence qui fait que leur idéologie et leur pensée, elle est encore intacte aujourd'hui. D'ailleurs, certains le revendiquent encore au moment des procès en disant qu'ils ne reconnaissent pas la justice argentine comme légitime à les juger, qu'ils ont sauvé la patrie, enfin bon, tout ce genre de délire. Et je voudrais, avant de passer la parole, parler d'un verdict d'il y a une quinzaine de jours qui justement, en fait, même si les juges ont estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour juger et condamner les membres de la AAA, ils ont aussi estimé que comme c'était avant la dictature,
c'était 6 mois avant la dictature, et les crimes qui leur étaient inculqués n'étaient pas, ils étaient acquittés parce qu'il ne s'agissait pas de crimes contre l'humanité. Ce qui veut dire, en fait, aujourd'hui, ce qui est en jeu, en fait, d'après un peu notre lecture, c'est que les civils de la dictature, on a eu du mal à les juger. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. La mafia policière et militaire, finalement, c'est la même finalement que les civils de la dictature. C'est aussi eux qui aujourd'hui sont en train de reprendre des positions répressives par rapport aux luttes sociales. On sait pertinemment que ce genre de projet néolibéral, on l'a vu pendant la dictature justement, ne s'applique que par la violence et la répression. Même dans un peuple qui est extrêmement résistant comme le peuple argentin, ils ont quand même réussi en 30 ans finalement à nous mettre dans une misère noire comme ce qui a provoqué la crise de 2001. Et c'est ça en fait qui est en jeu dans tous ces reculs. Et c'est vrai que quand on voit que la AAA, avec ce verdict-là, si la Cour suprême l'accepte, il n'y aura pas les crimes de la AAA qui vont être jugés en Argentine. Et c'est vrai que c'est un crime, ça pose la question parce que c'est un crime d'État, clandestin parce que paramilitaire, mais avec les membres de la police en activité, des membres militaires en activité. Donc finalement, ça veut dire qu'un crime commis par un État démocratique, par la main finalement de ces policiers militaires sous couvert de clandestinité, finalement n'est pas un crime contre l'humanité. Et donc là, ça pose une vraie question sur l'actualité. Voilà, et je voudrais finir avec ça. Mais bon, comme nous ont appris les maires, et je voudrais finir surtout avec ça, la seule lutte qui se perd, c'est celle qui s'abandonne. Et je pense qu'il faut qu'on continue toujours. Merci. Premièrement, je veux remercier ACAF pour cette invitation et à vous tous pour votre présence. Je veux m'excuser pour mon français, que n'est pas si bien, mais je dois parler en français. Bon, ce que dit Silvana, ce qu'elle a dit montre que la situation des procès et des politiques de mémoire, vérité, justice qui sont développées dans les dizaines ou douzaines d'années du gouvernement kirchneriste sont en ce moment au centre d'un grand débat et d'une lutte. Le gouvernement est clairement en contre de ces politiques, mais il a essayé beaucoup de fois d'avancer plus rapidement en contre, et il a constaté que la population argentine, une majorité, n'accepte pas ces reculs. Non? Et quand même, comme elle a dit, il y a quelque chose sur laquelle on a avancé. Par exemple, les premières prisons domiciliaires des répresseurs provoquaient une réaction très grande. Et maintenant, tous les semaines, on connaît que ces décisions judiciaires, ce n'est pas qu'on les accepte, mais ils vont naturaliser progressivement ces choses. Mais je voudrais parler d'autres thèmes qui touchent aux droits humains en Argentine d'aujourd'hui, parce que non seulement parce que ce sont très importantes, sinon parce que je pense que finalement les décisions en relation au procès sur les criminels des années 70 de la dictature seront décidées en bonne mesure d'accord à ce qui se passe dans le procès politique argentin d'aujourd'hui. Vous savez que Mauricio Macri a gagné les élections, et à partir de ce moment, quand on a connu
ses premières décisions de gouvernement, et s'est installé une discussion si c'était une vraie démocratie ou c'était un régime dictatorial. Non? Alors, on a dit, la plupart, nous avons dit non, ce n'est pas une dictature, parce qu'une dictature ne fonctionne pas avec le Congrès, et la justice, la liberté de presse, etc., etc. Mais on a comprouvé que c'était non plus une démocratie. Et, sauf qu'on entend la démocratie comme les aspects plus formels, non? Les élections périodiques, le fonctionnement institutionnel. C'est bien important ça, mais ce n'est pas seulement ce qu'on pense d'une vraie démocratie. Et moins d'un mois après avoir commencé le gouvernement, a été emprisonné Milagro Sala, qui continue en prison maintenant. Il a passé plus de 1000 jours et qui n'a pas encore aucun procès avec une condamnation ferme, définitive. Et cela, c'est curieux, a provoqué une réaction très importante au monde. On a dénoncé le gouvernement argentin aux Nations Unies et toutes parts. Mais le gouvernement argentin, la situation en Argentine n'était pas exactement la même, parce que, bien sûr, tous les défenseurs des droits humains nous sommes mobilisés pour la liberté de Milagro Sala. Beaucoup de gens ont protesté aussi, mais le gouvernement a fait de Milagro Sala un élément en plus de la démonisation de ce qui s'est passé en Argentine dans les dernières années du gouvernement kirchneriste. Non? Alors ils ont dit, bon, Milagro Sala est une femme violente, ce n'est pas vrai qu'elle avait une adhésion populaire importante, c'est qu'elle était très dure avec les gens, elle ne permettait pas aucune discussion, et il a fait des actes de corruption parce que l'argent qu'il recevait du gouvernement n'était pas dans les banques, sinon que c'était eux-mêmes qui l'a gardé. Et elle et les gens de son mouvement, et beaucoup de gens, nous avons dit oui, mais là, ce sont les choses qu'elle a fait avec cet argent. Il y a des maisons pour des gens qui n'auraient pas pu avoir cette maison si elle n'aurait pas participé à Milagro Sala, des écoles, etc. Santiago Maldonado ne s'est jeté dans le fleuve, une personne qui ne savait pas nager, non? À une température très froide, de bon gré. Si c'est ça ce qu'il a fait, c'est parce que les autres l'ont pressionné. Le gouvernement a montré toutes son autoritarisme en relation avec ses... Il n'a pas permis que la justice fonctionne sans avec un minimum de liberté. La ministre de Sûreté a justifié l'action de la gendarmerie. Elle n'a pas dit je m'intéresse pour savoir ce qui s'est passé parce que je veux défendre la démocratie ou je me dois à 40 millions d'Argentins. Il a dit, moi je me dois à la gendarmerie. Ce sont mes hommes et je les défends. Non? Et ça tient aussi en relation avec la politique générale qu'on vient chaque jour plus clairement à suivre
sur les questions de sûreté et sur l'application de la loi pénale. Le président de la République a reçu comme un héros, il a reçu comme un héros dans une audience officielle un officier de police qui était processé par la justice argentine parce qu'il avait tué par derrière, un coup de feu dans le dos, un jeune homme qui, après, on a montré que le police ne pouvait justifier son action d'aucune manière, mais le président de la République l'a rendu hommage. Non? Et le discours de la main dure de la répression, les armes sont pour les user. En Brésil, Bolsonaro dit police qui ne tue pas n'est pas police. En Argentine, Patricia Bullrich encore n'a dit ça, mais il a dit des choses chaque fois plus graves et qui sont très du même genre que celles que dit Bolsonaro. Alors, la situation des droits humains en Argentine est difficile. D'un côté, comme disait Silvana, tout ce qui tient à voir avec le jugement des responsables du terrorisme d'État des années 70, mais aussi à ce qui tient à les garanties des droits civils, les garanties des procès judiciaires, le fonctionnement de la justice. La justice est absolument subordonnée au pouvoir exécutif et il y a, pas seulement Milagro Sala, il y a un nombre important de prisonniers, des prisonniers qui ont été fonctionnaires du gouvernement antérieur, qui, on peut discuter jusque finissent les procès s'il y a eu ou non des actes de corruption. Mais ce qu'on ne peut pas discuter dans une démocratie est qu'une personne qui n'a pas une sentence judiciaire avec une condamnation et qui a fini toutes les instances d'appellation ne doit pas être en prison. Et maintenant, la justice et l'exécutif utilisent la prison préventive comme un instrument pour voir qui va en prison ou qui reste. C'est-à-dire, on fonctionne en Argentine, le cas de Milagro Sala a été le premier exemple, comme si on aurait déclaré l'état de siège. Parce que dans le droit argentin, l'unique situation qu'on sait justifier que le président de la République emprisonne une personne s'il n'y a pas une condamnation judiciaire, c'est s'il y a état de siège. Ce n'est pas nécessaire que je vous explique qu'il n'y a pas d'état de siège, mais quelques fonctionnaires du gouvernement quelquefois l'oublient. Maintenant, la situation argentine, plus en général, c'est ambivalente. D'un côté, les choses ne pouvaient être plus graves. La politique économique a supéré tous les records antérieurs en matière de dépendance du Fonds monétaire international, de récession, de chute des salaires, aggravation de la situation du secteur plus pauvre de la population, etc. Mais c'est aussi vrai qu'il y a une réaction importante, une réaction que quelquefois nous paraît très importante quand nous voyons, nous sommes à la place avec des centaines de milliers de personnes, et autrefois nous paraît qu'il n'est pas si importante. Par exemple, nous voyons que cette semaine on a approuvé le budget et que le budget était l'instrument principal d'application des politiques du Fonds monétaire.
Mais quand même, il y a eu une modification dans la situation politique argentine qu'on ne peut pas oublier ou ne pas mentionner. Le président Macri, qui a gagné 2 élections, et il pensait, et les enquêtes disaient ça, jusqu'à quelques mois après, qu'il triomphera commodément à la prochaine élection. Maintenant, après cette aggravation de la situation économique et sociale, la situation est différente et c'est possible de penser qu'un candidat d'opposition pourra obtenir la victoire aux prochaines élections l'année 2019. Merci. Alors, c'est que dans la dernière année, il y a eu en Argentine aussi une mobilisation sociale très importante. Nous devons parler en première place de la mobilisation des femmes, qui était le mouvement social et l'expression politique est plus intéressante, et plus dynamique, et plus représentative et plus suggérante. Plus d'éloges, c'est suffisant, mais je pense comme ça, c'est ça. Non? Et ce n'est pas... on a le droit de penser qu'un pays où un secteur très important de la population est en ce moment-là contre les politiques du néolibéralisme, et qui a montré sa disposition à se mobiliser, on peut avoir un reste d'optimisme. Mais c'est un optimisme qui doit tenir compte de 2 situations négatives. En première place, ce que nous venons de parler sur le Brésil, et on pourrait parler du Brésil, de Colombie, de l'Europe et presque tout le monde en ce moment, non? Nous ne sommes pas précisément dans un moment d'avance du progressisme, du mouvement populaire, c'est tout. Et la seconde, que tout ce mouvement populaire en Argentine qui est en train de se battre contre le gouvernement de Macri, n'a pas encore alcancé une unité suffisante. Non? Et je crois quand même qu'on a le droit d'être modérément optimiste, non? Mais j'avais dit un moment avant que la situation des droits humains en Argentine dépendra beaucoup de ce qui se passe dans la prochaine élection. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, on peut dire du gouvernement Macri qu'il a fait des choses bien négatives, mais que ce sont seulement le commencement d'un projet beaucoup plus négatif, beaucoup plus réactionnaire, qu'ils veulent développer quand ils soient plus sûrs de qu'ils vont pouvoir contrôler la réaction populaire. Non? Le gouvernement a avancé et a reculé plusieurs fois. Si on pense que Mauricio Macri va être le président en Argentine jusqu'à l'année 2023, c'est un cauchemar trop dur, mais pensez par exemple que la situation de la dette que le gouvernement a pris, oui, à une autre période présidentielle, il y a des secteurs de l'économie argentine que pratiquement vont disparaître. Non? Ce n'est pas la première fois qu'il se passe ça dans l'histoire de l'Argentine moderne. Après la dictature militaire de 76-83,
l'industrie argentine était réduite au moins en plus d'un tiers de ce qu'elle était avant. Mais ce sont beaucoup d'efforts et beaucoup d'années ont été nécessaires pour supérer ces situations. Maintenant, je pense que un autre facteur à tenir en compte, c'est que le gouvernement des États-Unis et le Fonds monétaire démontrent maintenant, en relation avec l'Argentine, une spéciale attention et une générosité qu'ils n'ont eu jamais dans notre pays, en relation avec notre pays, même quand les gouvernements étaient des gouvernements bien de droite. Mais ce que je crois que les États-Unis, en ce moment-là, dans un moment de certain déclin de son hégémonie mondiale, ont porté le regard sur l'Amérique latine. Ce qui se passe au Brésil doit être... il faut le relationner avec ça. Par exemple, nous parlons des évangélistes. Les évangélistes sont un phénomène très important au Brésil et qui chaque fois est plus important en Argentine. Encore, fortunément, c'est pas tant comme au Brésil. Mais les évangélistes sont financés par le gouvernement américain et sont les instruments de la politique des États-Unis. Alors, c'est un moment de définition sérieuse et j'espère que le mouvement des droits humains, les femmes, les travailleurs, les organisations sociales et la majorité de la population argentine peuvent révertir cette situation si dangereuse. Merci bien. J'ai lu dans les réseaux sociaux que Macri avait donné aux États-Unis une source d'eau des catarates d'Iguassou, quelque chose comme ça. Les cataractes d'Iguassou. Que Macri avait donné aux États-Unis des droits sur les catarates d'Iguassou, aussi une source d'eau, quelque chose comme ça. Tu m'as lu? Non. Je pense que c'est lié peut-être aux réserves d'eau, mais pas aux catarates. Non, Macri a donné aux États-Unis ou a permis l'installation des États-Unis dans diverses zones d'Argentine, au Neuquén, en le Chaco, au nord de l'Argentine. Ce sont des missions culturelles, mais on pense qu'ils ont un propos plus politique et même militaire. D'autre côté, on a dit que l'Argentine compromettait dans la dette comme garantie de sa dette tous ses recours naturels. C'est une chose que je pense que c'est le gouvernement jamais l'a dit officiellement et je doute que c'est possible d'appliquer une norme comme celle-là. Mais quand même, je crois que les États-Unis vont lentement pénétrer plus dans l'Argentine, mais les catarates, non, je ne crois pas. C'est une source naturelle d'eau. Voilà, oui. Comme en Amazonie. Oui, c'est comme Oui, je voudrais juste ajouter à ce que tu as dit, Eduardo, sur les femmes, en disant que s'il y a aujourd'hui une révolution en Argentine, c'est bien celle des femmes. Un pays qui fait sortir dans la rue 2 millions de jeunes filles qui ont veillé nuit et jour pour les délibérations au Sénat, et d'abord au Congrès, pour la dépénalisation de l'avortement, je dis bien 2 millions. Je me demande quel pays au monde fait sortir 2 millions de filles qui n'ont pas 20 ans.
Ce mouvement qui s'appelle Ni una menos, pas une de moins, qui est né de l'augmentation des féminicides. L'Argentine a l'honneur douteux d'être le premier pays en Amérique du Sud en matière de féminicides. On tue une femme par jour. Et cela après et l'Uruguay, non, les premiers pays en Amérique latine, c'est le Mexique et le Guatemala. En Amérique du Sud, c'est l'Argentine. Ni una menos, c'est un mouvement d'une importance fondamentale que j'appelle révolutionnaire. C'est né d'une tragédie, la tragédie des féminicides, mais la réaction qui a d'ailleurs rejailli sur toute l'Amérique latine et l'Espagne, ni una menos, pas une de moins, est d'une importance fondamentale. Alors, j'ai une nature optimiste, mais je me dis qu'un pays qui a une telle réaction des femmes. J'ai été dans une manifestation de Ni una menos, alors que je suis la fille d'une féministe, que j'étais, disons, féministe à l'université, mais ce que j'ai vu, c'est le peuple des femmes dans la rue. Il y avait les femmes des quartiers, il y avait les trans, les lesbiennes, les filles qui demandaient l'avortement, c'était les immigrés. Et là, pour finir, le drapeau, le foulard vert pour l'avortement est devenu, après le fait que l'Église et les évangélistes ont empêché la dépénalisation de l'avortement, il y a un drapeau orange pour l'apostasie, pour signer l'acte d'apostasie d'une église assassine qui est d'accord non seulement avec les féminicides, mais avec les femmes qui meurent pour des avortements clandestins, et encore plus pour finir, un autre foulard d'une autre couleur, je crois que c'est magenta. Ce n'est pas une de moins, mais pas une migrante de moins. Parce qu'on est pour la plurinationalité. Alors c'est vraiment l'Argentine en ce moment, de ce point de vue-là, un exemple pour le monde. Bonsoir. Moi je ne voudrais pas être pessimiste, mais je voudrais m'adresser à notre amie brésilienne. Elle reste très optimiste parce que la majorité des Brésiliens n'ont pas voté pour ce dictateur, futur dictateur. Hélas, Hitler est arrivé aussi et on a vu comment il a complètement travesti la démocratie et ça a abouti à une deuxième guerre mondiale. Alors, est-ce que vous pourriez me regonfler sur le plan de l'optimisme dont vous resplendissez? Merci. Quand on ne peut plus descendre dans les trous, on ne peut plus aller au fond, il ne nous reste que penser à monter, n'est-ce pas? Sauf à creuser nous-mêmes. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y a un espoir? Tout simplement parce qu'on voit déjà que certains de ceux qui ont voté pour Bolsonaro se manifestent comme déçus. Parce que tout de suite après avoir vu qu'il veut déjà finir avec le Code du travail, il a déclaré son ministre désigné comme ministre du Travail, déjà finir avec le ministère du Travail, c'était une catastrophe. Il a été obligé de venir en arrière il y a quelques jours. Finir avec le 13e mois qui existe au Brésil, je ne sais pas si ça existe en Argentine, mais qui existe au Brésil depuis de longues années. Finir avec la licence maternité. Ils disent, mais vous ne pouvez pas vouloir avoir des droits et avoir de l'emploi. Donc, il faut savoir, qu'est-ce que vous préférez? Le droit ou l'emploi? Donc, il y a déjà beaucoup de déçus.